Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait vous parle dans votre quotidien. Eh bien, vous êtes au bon endroit. J'ai choisi de reprendre la citation en fait en guise de titre plutôt que le titre original qui était « Ne créez plus un produit inutile, concentrez-vous sur la valeur ». Alors pour commencer, merci aux sponsors parce que sans eux, on sait qu'on n'aurait jamais pu organiser l'événement. Donc je m'appelle Alice, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, je suis artisan agiliste, un petit peu comme l'esprit craftsman, l'analogie avec un potier. J'ai fait de la poterie un petit peu avant. Et en fait, tout comme on façonne la terre quand on fait quelque chose d'artisanal, on façonne un petit peu les équipes en travaillant sur les énergies, sur les émotions, etc. Et pour en faire des choses qui sont un petit peu ces principes de l'artisanat non reproductibles. Si vous faites un ensemble de sets de mugs à la main, ils seront un peu croches, ils n'auront jamais la même texture, la même apparence que si vous achetez un lot chez Ikea. Donc l'idée de l'artisan agiliste, c'est qu'on accompagne des équipes, mais on travaille en mode artisan. Donc voilà. Un autre point, je suis sketchnoteur learner, c'est-à-dire que je me suis entraînée à faire mes petites gribouilles qui ressemblent presque autant aux dessins de ma fille qui a 6 ans et qui a des dessins d'adultes, mais on va dire que j'ai gardé mon âme d'enfant. Donc ça, libre à vous de savoir si c'est mes 2 enfants ou des gens que j'accompagne. Voilà, donc il était une fois des gens comme vous et moi, il était une fois un utilisateur en mode métro boulot conso, en 1 ou 2 mots, à vous de voir un petit peu comment vous vous positionnez, qui vivait dans cette espèce de monde d'hyper-consommation dans lequel on vous envoie des produits à gogo que vous n'avez même pas demandé, mais c'est pas grave, on vous les offre quand même, c'est gratuit quoi. Le cas le plus fréquent, c'est pour ceux qui ont des enfants, quand vous allez acheter un paquet de BN, vous vous retrouvez avec le pack de 5 paquets qui remplit le caddie, ou vous avez juste besoin d'un paquet parce que vous n'avez qu'un enfant, mais on vous a tellement poussé à la consommation que vous vous retrouvez avec 4 paquets en plus qui vont remplir les étalages et qui vont peut-être se gâcher parce que les dates de péremption, elles ne vont pas jusqu'en 2032 et qui se retrouvent finalement à la poubelle. Donc, on en arrive dans notre super société d'hyperconsommation, on en arrive à ce genre de représentation où les produits qui ont réellement du sens, les fonctionnalités dont on a besoin, se retrouvent noyés dans un espèce de fouillis, d'amoncellement de déchets qu'on a nous-mêmes créés. C'est quand même super fort. On génère nos propres déchets. Donc ça génère bien évidemment de la pollution. Et quand vous avez acheté, pour revenir à mon paquet de Choco-BN, quand vous avez acheté vos 5 paquets de BN, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous en êtes content? Non, parce que vous ne savez pas où les caser dans le placard, ça ne rentre pas, etc. J'aime bien cette photo. C'est un artiste qui s'appelle Antoine Répessé, qui a fait un set de photos sur justement notre mode de vie et qui est assez représentatif, parce que même moi, j'arrive plus à retrouver mes petits au milieu de ce fouillis d'informations. Donc je l'ai gardé volontairement en état, parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Donc à ce jour, les sociétés, les entreprises n'ont plus les moyens de surproduire. Même l'État vit au-dessus de ses moyens. Il y a une situation de crise actuelle qui fait qu'on ne peut plus se permettre d'overproduire comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Même la planète, elle est à bout de souffle de notre excès de consommation. Donc à un moment donné, il faut recentrer tout ça et s'interroger sur la valeur. Alors c'est marrant parce que la valeur, on en a beaucoup parlé, j'ai vu des tweets de Thierry Cross, il y a Romain Couturier qui en a parlé. Donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce d'évolution des mentalités où les jeunes générations cherchent à donner du sens à leur vie. Et puis les autres également, on cherche à savoir pourquoi on se lève, pour se donner un but et puis pour faire des choses qui sont utiles, qui soient utiles à tous et non pas pour faire des choses qui restent dans un placard. Donc je vous ai parlé de valeur. La valeur, on en entend parler depuis ce matin. La valeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la valeur? Alors la valeur, c'est complètement subjectif. Par exemple, si dans un cas commun, un exemple quotidien qui s'est passé pas plus tard que la semaine passée, j'ai acheté des fleurs parce que j'adore les fleurs, je suis une grande fan de fleurs. Donc j'ai acheté un gros bouquet de pensées que j'ai l'intention de planter. Donc pour moi, la valeur perçue de mon bouquet de pensées est supérieure au prix. Tout le monde le voit. J'ai mes fleurs, ma valeur perçue, c'est que je vais être super contente. Pourquoi? Parce que derrière, au printemps, je vais avoir des jolies petites fleurs jaunes, ça va sentir bon, ça va égayer ma maison. Donc pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est super important à mes yeux. En revanche, quand je suis rentrée à la maison, super contente de moi, avec mes pensées à planter de partout, il y a monsieur qui m'a dit
tu vas encore nous transformer la maison en taupinière, en creusant des trous de partout, en mettant des fleurs de partout. Tu vois, je te vois sortir la bêche, tu vas faire des trous de partout. Donc pour lui, ce qu'il voyait sur ce même bouquet de pensée, c'est le prix qui était supérieur, qui avait un impact plus important que la valeur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vision que vous avez aussi. Alors en fait, cette valeur, il y a une notion de sensibilité. C'est-à-dire que, je vous le remets, le prix et la valeur à son stade sont identiques. Vous êtes d'accord avec moi? Le prix égale la valeur. En revanche, il y a une perception de notre regard, de notre cerveau, de notre expérience qui fait que pour une même valeur donnée, elle peut être perçue comme supérieure à un prix ou que pour une même valeur donnée, eh bien son prix peut être perçu de façon supérieure à cette valeur. Donc encore une fois, c'est une notion de perception et c'est super difficile à capter parce que la valeur sera différente que vous soyez des gens de l'IT, des gens du métier, des gens du management. Donc la valeur, elle est complètement subjective. La valeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des données financières? Est-ce que c'est le fait d'être super bien placé en bourse qui vous apporte de la valeur? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est du bonheur? Mes équipes qui sont super contentes dans ma boîte, des gens qui se bagarrent pour venir bosser dans ma boîte. On est dans un monde où le capitalisme domine et où la valeur financière, pour vous, avoir de la valeur, c'est coûter 100 balles, c'est coûter 50. La valeur domine sur la notion de vie, en quelque sorte. Et une réflexion intéressante que j'aime à poser, c'est imaginez-vous qu'au lieu de payer un article, au lieu de payer quelque chose en euros, en US dollars, en US canadiennes, en ce que vous voulez, vous payez cet objet en nombre d'heures de vie, en valeur jour-vie. C'est-à-dire que partant du postulat que votre vie, elle est limitée, elle commence à un moment donné, qu'elle se termine à un autre moment, elle est limitée, c'est ce que pour vous, c'est ce qui est le plus important, ce n'est pas votre compte en banque quand vous partez. Imaginez-vous que vous vous posez la question, ok, il y a un nouvel iPhone qui sort à 1000 balles, est-ce que je suis prêt à sacrifier 6 mois de ma vie pour me payer ce nouvel objet ou cette nouvelle spécification? Donc une des réflexions personnelles qu'on peut se faire, c'est cette notion de valeur vie que je suis prêt à investir pour cette acquisition. Donc ok, on se recentre. Très bien, jusque-là on a compris, société d'hyperconsommation, tatati tatata. Bon, t'es sympa, mais jusque-là, tu ne nous apportes pas de réponse. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce produit de la mort qui tue, quoi, ce produit qui déchire? C'est tous notre objectif. Donc si on commence en se positionnant d'un point de vue d'une organisation, on a une vision. Donc la vision, l'idée c'est qu'elle soit quand même partagée, que tout le monde soit aligné sur cette vision. Donc une organisation, une entreprise, qu'est-ce que c'est? Toujours selon Peter Drucker, là mon mantra de la première page, c'est un organisme complexe qui est composé de personnes qui partagent un objectif commun. Si vous ne savez pas vous aligner sur les objectifs communs, ça risque d'être compliqué de mettre en place cette vision. Donc l'idée c'est de casser les silos. Si vous avez des gens qui vendent, qui sont dans un département, ceux qui rédigent les specs dans un autre département, voire dans un autre endroit, ceux qui codent et ceux qui testent, et que chacun pousse la couverture à soi dans son intérêt et dans ses émotions, de son point de vue, on va arriver à cette espèce d'énergie déployée, mais qui va faire que les gens tournent en rond. Donc connectez-vous tous ensemble et alignez-vous pour partager les objectifs et que tout le monde déploie cette énergie pour aller tous ensemble dans la même direction. Si vous voulez créer de la valeur, si vous voulez arrêter de faire de l'inutile, commencez par vous aligner justement sur des valeurs qui sont communes à tous en tant qu'organisation. Donc des valeurs qui sont sympas, coucou Alfred, je l'ai vu, des valeurs qui sont sympas, c'est des valeurs qui ont été poussées par Deming. Deming qui a posé 14 points qui ont été illustrés. Deming, il intervient dans un contexte d'après-guerre 1945, Seconde Guerre, etc. Les États-Unis, dans un esprit taylorisme, fordisme, où il y a ceux qui pensent, ceux qui en exécutent, ils sont quand même pas mal enrichis, ils sont sortis bien portants de la guerre. Contrairement au Japon, où ils sont un petit peu fait dévaster, il y avait tout à reconstruire, ils partaient from scratch.
Donc Deming est arrivé dans cet esprit-là. Deming est américain, mais il allait travailler, il allait poser son idée au Japon. Donc c'est la culture Lean, la culture du Toyota, où on insiste et où les valeurs partagées sont la qualité qui est absolument non négociable, jamais. La collaboration entre tous et puis l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est un point super important de l'agilité. Commencez, pour vous concentrer de la valeur, pour livrer de la valeur, par changer de culture. Si vous êtes dans une culture projet qui est la culture du héros qui passe beaucoup d'heures de présence, qui dépile du ticket, qui remplit des KPI, où voilà, on se concentre en gros sur les métriques, cette espèce de culture du héros non soutenable, de culture de la mesure, où en aucun cas on prend en considération la valeur. À titre d'exemple, j'ai bossé au Canada avant d'arriver au Pays Basque. Et au Canada, les développeurs, on était payés au nombre de tickets dépilés. Il n'y a pas de problème, on avait compris très très vite la musique. Donc sitôt qu'il y avait une petite demande, genre je change un code couleur, tout le monde se précipitait dessus parce que ça nous faisait des bons scores. En revanche, le truc méga important qui apportait de la valeur, personne n'en voulait, et parce qu'on tombait, on baissait dans les stats. Alors on avait compris le truc, aussi le matin on passait 1 heure en dépilant les tickets, donc en s'appropriant ce qui nous prendrait le moins de temps. Et puis en recomposant, c'est-à-dire nos tickets, on le sliçait et puis on créait du ticket, donc ça nous occupait 1 heure, c'est super utile. Voilà, donc les gens au bout d'un moment ils comprennent, hein, puis ils ne sont pas idiots et puis ils s'adaptent. Voilà. Donc évitez cette culture de la mesure, les chiffres on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, concentrez-vous ce qui fait vraiment du sens à vos utilisateurs. Donc l'idée, ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez sortir un petit peu de cette spirale négative, c'est de sortir du water scrumfall ou du cycle en Vrum. Claude Aubry nous a fait la keynote d'ouverture l'année passée, il en a longuement parlé. Le cycle en Vrum, c'est des gens qui veulent bien mais qui peuvent point, ou ça marche chez les autres et pas chez eux. Donc c'est très simple, c'est qu'on fait des petites itérations parce qu'on a compris qu'il faut livrer régulièrement, mais on garde quand même les silos, sinon c'est pas marrant. Donc une fois, on a des petites itérations au niveau du département, planning et budgeting, et une fois que le projet a obtenu le go, le sacro-saint graal de on peut y aller, ok, on met en place tout un tas de process pour vérifier qu'on est bien dans les clous au niveau coût, au niveau budget, tatati, tatata. Et c'est pire si jamais tout ça, les devs sont outsourcés. Chris a fait une super presse à midi parce que c'est bien connu que les développeurs, ça coûte cher, hein, ça a un coût, le coût, les charges sociales. Donc qu'est-ce qu'on fait? On délocalise ça au Bangalore, là-bas ça coûte moins cher et on empile les process pour double-checker que tout va bien. Donc ce cycle en Vrum part du constat qu'on a une espèce de confiance totale dans la chaîne de production. Hein, au niveau des budgets, on budgétise ça, on met un calendar, un tampon, un coût. Et puis en fait, on fait un espèce de déni de changement. Puisqu'on part du postulat qu'une fois c'est envoyé dans le pipe, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Hein, c'est le monde des licornes, tout va très bien. Donc tout ça, c'est coûteux et c'est complexe. Tout ça a quand même été levé en 1968 à l'ONU pendant la crise du logiciel où il y a 11 pays qui se sont regroupés pour partir du postulat, du constat que ça ne marchait pas. C'est-à-dire ils se sont quand même regroupés 11 pays à l'ONU en partant du constat qu'avant il y avait des machines. Les machines, elles étaient assez volumineuses, elles tenaient dans des pièces, progressivement elles ont diminué. Au niveau coût de fabrication, on s'est optimisé, les machines sont devenues plus performantes, mais les projets n'étaient toujours pas dans les clous. Donc 1968, grosse crise, sonnette d'alarme, etc. Mais on continue encore de croire à la prédictabilité. Si vous voulez vous concentrer sur la valeur, ne perdez pas de vue que vous obtenez ce que vous mesurez. Si vous mesurez les efforts, vous allez obtenir des gens qui mesurent les heures de présence, qui mesurent du micro-tracking, du time tracking, du micromanagement, optimisation des ressources, etc. Si vous vous concentrez sur l'output c'est le résultat, eh bien vous allez obtenir une amélioration des temps de cycle pour livrer, ce qu'on appelle la vélocité dans le cadre agile. C'est-à-dire que les équipes ont cette capacité à produire rapidement des releases, des choses, des fonctionnalités. Et si vous vous concentrez
sur la valeur et l'apprentissage, eh bien, vous allez obtenir de la satisfaction client, des gens qui sont super contents. Et indirectement, du ROI. C'est le paradoxe du ROI qui arrive si le client est satisfait. Et non pas si je me concentre à chercher à faire du cash, j'obtiendrai plus de valeur. Non. Et j'obtiendrai surtout de la connaissance des gens qui vont faire que je vais pouvoir à nouveau relivrer des choses qui vont leur faire plaisir. Alors, petit quiz. Si vous voulez vous concentrer sur la valeur, prenez une approche expérimentale. Est-ce que vous connaissez ces sociétés? Odeo, The Point? Est-ce que vous connaissez Twitter et Groupon? Voilà. Donc, comme dirait le célèbre général des armées, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Sachez écouter votre marché et sachez vous ajuster, vous adapter. Donc, on parle de valeur, ok. Une fois que vous l'avez identifié, eh bien, l'idée, c'est d'améliorer son flux de valeur. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les sociétés qui sont malades, où on maintient les gens occupés, hein, les ressources, il faut les maintenir optimisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces gens, ils sont tellement noyés par leur charge de travail qui est planifiée, et puis qui est non planifiée, qu'ils n'ont plus de temps pour se consacrer sur l'essentiel. Donc, tout ça, cet excédent de tâches inutiles, hein, de 150 mails par jour, de réunionites, etc., ça les fait perdre leurs objectifs de vue. Donc, pour essayer de se remettre, de se resynchroniser, de se réaligner, ce qu'on peut proposer, c'est de faire une cartographie des flux de valeur, une value stream map. Une cartographie des flux de valeur, ça se présente comme ça. Par exemple, je suis client, je vous appelle et salut, tu pourrais pas me faire le formulaire là parce que j'en ai besoin, tiens, pour enregistrer mes participants à Agile Pays Basque. Pas de problème, donc je saisis ça dans ma demande auprès de mon prestataire. Ok, ça me prend 2 minutes. Ma demande, elle va rester un certain temps dans la boîte à outils du prestataire, jusqu'à ce que l'équipe la tire et décide de la prioriser, de savoir si ça apporte de la valeur ou de la traiter. Ok, ensuite, ça va attendre, ça va stationner, jusqu'au jour où il y a un petit dev qui va se la prendre et puis il va dire, ok, je mets un coup de rein, je me la plie. Ok. Et ensuite, il y aura peut-être de l'attente si vous êtes dans des process où il y a un service qualité qui va valider, où il y a de l'homologation pour des raisons de sécurité avant la mise en prod. Donc, la cartographie du flux de valeur, en fait, ça consiste à identifier combien de temps on dépense à produire de la valeur versus combien de temps l'attente est stagnée et à identifier s'il y a des goulots d'étranglement ou des choses comme ça. Pardon, où il y a des temps de latence ou des choses comme ça. Donc, quand vous cartographiez votre flux de valeur, une chose importante est de se poser des questions face à ça, en vous disant, ok, à quel moment on découvre qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on répond aux besoins de nos utilisateurs? À quel moment on s'en rend compte si on ne répond pas à ce qui est intéressant pour eux? Donc, en tant qu'humain, je vous l'ai dit, on a l'art et la manière de overcharger les ressources, d'optimiser tout ça. Donc, commencez par limiter l'encours. Vous êtes tous des humains comme moi, vous avez 2 bras, une tête et une capacité physique. Donc, la logique veut, c'est un constat, c'est physique, hein, on n'y peut rien. Il y a Newton et compagnie qui ont déjà posé les choses. Plus on fait de tâches parallèles, plus le temps de livraison sera long. C'est logique. On se disperse, on papillonne. Donc, quand vous visualisez votre carte de valeur, vous pouvez aussi créer un petit tableau de bord, un petit Kanban pour ceux qui savent faire, qui va vous permettre de représenter ce qui est en cours et de voir si votre en cours est plus grand que le nombre de bras que vous avez. Donc les multi-projets, c'est un des signes et un des impacts, c'est ce qu'on appelle le contexte switching, c'est le changement de projet. Genre, je me concentre sur un projet, il y a un client d'un autre projet qui m'appelle, il faut que je repositionne mon disque dur pour savoir ce client où il en était. Je rechange, il y a un mail qui arrive, il faut que j'y réponde. Et résultat des courses, sur 2 heures, je papillonne un quart d'heure à essayer de retrouver mes petits et je perds 1 heure de perte de temps et d'épuisement surtout personnel à essayer de me repositionner. Donc, c'est en cours. Une fois que vous l'avez limité, parce que vous avez compris que vous n'êtes pas Wonder Man ou Wonder Woman, il s'agit de le prioriser.
Prioriser. Alors, il y a plusieurs façons de prioriser. La première façon, c'est qu'on commence tout à faire en même temps. Ou alors, une façon super que j'ai vécue personnellement, c'est le premier arrivé ou celui qui crie le plus fort. Le client qui crie le plus fort, qui est servi en premier. Ou alors, une autre façon de prioriser, c'est de faire, comme au Canada, la patate chaude, ce qui est le plus rapide, au moins en dépile, ou ce qui a le plus de valeur. Ça, c'est un petit peu Pareto. Le principe de Pareto, c'est quels sont les 20% de fonctionnalités qui vont m'amener 80% de ROI, de retour sur investissement. Ou alors, une façon de prioriser qui est intéressante, c'est le cost of delay. C'est-à-dire combien de pénalités je vais me prendre par les dents si jamais je ne livre pas cette fonctionnalité. Quelle perte sèche je vais avoir. Par exemple, si j'ai 3 fonctionnalités qui vont prendre un certain temps chacune, avec une certaine valeur financière, encore une fois, là on ne parle que de cash, eh bien vous posez la question, ok, si je livre pas C, combien je perds? Voilà, donc c'est des petites astuces, des petits outils que vous pouvez vous questionner et qui peuvent vous aider à prioriser. Si vous voulez que vos équipes s'alignent, qu'elles s'impliquent, qu'elles soient motivées, etc., laissez-les faire. Une citation de Thierry Cross qui a parlé ce matin, que j'aime bien, c'est la première étape du manager agile pourrait être « foutez la paix à vos équipes ». Quand vous embauchez des personnes, en général, le gars, la fille, il est formé pour. Il est motivé, il passe l'entretien d'embauche, il est à fond, quoi. Sinon, c'est que vous êtes un super mauvais recruteur, quoi. Donc l'idée, c'est comment on fait pour cette personne qui est à fond pour qu'elle ne perde pas son énergie. Donc commencez par leur faire confiance. J'ai vu des sociétés de services où les chefs de projet rédigeaient des requêtes SQL quand même, alors soit dans Word, soit dans Jira ou Trello, parce que c'est bien connu que ce genre d'outils ont un compilateur intégré, quoi. Quand vous faites du Word, ça compile nickel. Donc les conséquences directes, c'est que le dev, il prend ça, il fait un copier-coller, ça ne marche pas, il s'en tamponne, quoi. Voilà. Donc évitez de faire du challenge de tickets et impliquez vos équipes, expliquez-leur le pourquoi elles sont là et comment faire pour faire le produit génial, le produit dont elles en soient fières et qu'elles disent tu vois, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai participé. Voilà, c'est le principe de l'intelligence collective. Donc j'ai mis la métaphore avec le jardinier agile. Le jardinier, le manager jardinier, en fait, quand vous plantez par exemple des pensées, pour revenir à mon exemple, si je plante des petites fleurs autour de chez moi et puis que les fleurs elles vont pas très bien, je ne vais pas dire de toute façon ces fleurs c'est de la daube, quoi. Non, je vais me dire ok, bon, j'ai peut-être bugué, je les ai peut-être pas assez arrosées, peut-être qu'elles sont trop à l'ombre, elles manquent de soleil, etc. Je vais les replanter dans un endroit où elles pourront être bien. Et c'est pareil avec vos personnes. Si jamais l'avion de chasse qui dépote, il va pas très bien, il faut peut-être s'interroger sur le contexte. Un cas vécu, un cas réel. Une fois, il y a une équipe qui se plaignait d'une personne, comme quoi, bon, tu comprends, elle dépile pas trop du ticket, tatati, tatata, machin, on n'en est pas bien content, on n'arrive pas bien à le gérer. Et en fait, cette personne, c'était une des personnes, un des gars qui envoyait le plus de tickets de commit sous Redmine. Donc le gars, c'était quelqu'un de performant, mais au boulot, il n'était pas dans son cadre. Minimiser la distance entre celui qui fait et celui qui utilise. Quand on commence, c'est bien connu que le développeur, il ne faut surtout pas le mettre en face d'un client, quoi. Non, mais jamais de la vie, quoi. Donc, le résultat des cours, c'est que la personne, elle s'en fout, quoi. Ça ne marche pas, c'est le problème du commercial. Et puis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un super panneau de spécifications, de settings en anglais pour des gens qui ont 50 ans, qui ne sont carrément pas à l'aise avec l'informatique. Donc, minimisez, faites-les se rencontrer, ces gens-là. Ceux qui font et ceux qui l'utilisent. Un point super important, si vous voulez réellement apporter de la valeur, ça revient dans toutes les confs, donnez-vous du temps pour vous améliorer et pour innover. L'agilité, un des premiers principes, un des points clés importants, c'est l'amélioration continue. Donc ne vous chargez pas la tête à 100%, mais laissez-vous du temps pour réfléchir justement à l'amélioration continue, à comment on peut faire mieux. Dans le cas des personnes qui sont toujours super occupées, elles n'ont pas le temps de sortir la tête du guidon pour pouvoir innover. Elles ne sont pas disponibles pour
quand c'est essentiel. Elles sont en réunion, elles sont en train de lire un mail, elles font un report, tatatati, tatata. Un des syndromes qui montre que l'innovation ne peut absolument pas marcher chez vous, c'est si vous êtes dans le cas d'une entreprise en mode syndrome du crayon bic. Le syndrome du crayon bic, c'est si mon crayon bic ne marche plus, que j'ai besoin d'en acheter un. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplir un report. Je vais l'envoyer au responsable des achats qui va vérifier dans son catalogue si mon crayon bic demandé correspond bien à la marque et à les références. Si la quantité va, j'en veux qu'un, mais ça se commande par 100. Qui va valider avec la compta, qui va finalement passer commande, demander la commande. Et puis quand ça redescend à moi, je me retrouve avec un feutre pour whiteboard au lieu de mon petit crayon bic. Voilà. Donc si vous êtes dans ce type d'organisation, ça risque d'être un petit peu compliqué pour être force de proposition et pour laisser place à l'innovation. Ok, donc là, j'ai un petit peu abordé d'un point de vue organisation. Maintenant, si vous êtes en charge d'un produit, donc on change de perspective. Vous êtes en charge d'un produit, votre but dans la vie est très simple. Vous avez l'intention d'être le super-héros de vos utilisateurs. Donc pour ce faire, il faut envoyer quoi? Vous êtes le super-héros de quelqu'un, vous changez le quotidien de quelqu'un. Vous n'envoyez pas de la spec, vous n'envoyez pas du ticket Trello, mais vous changez son monde quoi. Vous lui rendez la vie meilleure, vous lui changez la vie. Ok, donc allons-y, c'est parti. Par quoi on commence? Si je veux satisfaire quelqu'un, il faut que je connaisse un petit peu ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il fait et comment il pense. Donc on a parlé de persona. Un persona, c'est un petit peu la représentation fictive d'une catégorie d'utilisateurs. Donc on se met un petit peu dans la peau de nos utilisateurs, on se demande quels sont leurs problèmes dans leur vie, quels sont leurs besoins, quels sont leurs comportements, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et comment ils vont utiliser mon super produit quoi. Parce que moi je suis dans mon bureau, tranquille, mais eux ils sont sur le terrain. Donc ce que je pense, moi, mes idées super géniales, il se peut que ce soit parfois de fausses bonnes idées, quoi, parce que le gars, il l'utilise de façon un petit peu différente ou détournée de ce que j'ai pensé. Voilà, donc tout ça, ces personas sont basés d'informations collectées et vérifiées. Vous les placardez un peu de partout, vous les regardez, vous leur parlez, vous les dessinez, etc. Et ça sert à avoir une compréhension partagée, à s'aligner tous sur comment satisfaire Régis, quoi. Donc allez sur le terrain et rencontrez-les. On l'a entendu plusieurs fois, sortez de vos bureaux, allez prendre l'air, allez vous rafraîchir, allez les rencontrer. C'est un petit peu les méthodes Lean Startup où on part d'une hypothèse. Je pense que je vais développer ça parce que c'est l'idée géniale. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, quoi. Peut-être que les autres pensent différemment. Donc à partir de mon hypothèse, je vais mettre en place tout un plan d'action. Je vais l'effectuer et puis je vais chercher à voir si j'ai collecté effectivement de la valeur ou pas. Et à partir de là, je vais apprendre, je vais me constituer une base de connaissances et je vais itérer. Donc tout ça, c'est dans un cadre d'innovation, d'amélioration continue. Si vous voulez arrêter de brasser des courants d'air et de faire de l'inutile, concentrez-vous sur les retours de vos utilisateurs, les feedbacks. Donc on invite je vous ai parlé d'hypothèses, à faire du développement basé sur des hypothèses et non pas des assertions. Moi, chef de projet, qui suis le meilleur du monde, qui connaît très bien mon boulot, ça fait 10 ans que je fais ce produit, je pense que non. On pose une hypothèse et on cherche à la vérifier. On croit au développement de cette fonctionnalité pour Régis qui va changer sa vie. Et on saura qu'on a réussi quand tatati tatata. Donc posez-vous, faites du développement par hypothèse. Alors un outil qui est super important, il y a Romain Couturier là ce matin qui l'a évoqué, c'est l'impact mapping. L'impact mapping, c'est pour savoir justement si cette hypothèse est vérifiée ou pas, pour chercher à la déclencher. Alors par exemple, la question de base, c'est pourquoi? Pourquoi je veux développer ce super produit de la mort ou cette nouvelle fonctionnalité qui tue? Pour qui? Pour Régis, tiens, au hasard. Les impacts, quels sont les impacts, les changements de comportement, les changements d'attitude, qu'est-ce que ça va générer chez lui? Et puis finalement, comment je m'y prends? Donc on pourra parler, si vous voulez, demain pour le forum ouvert, un petit atelier impact mapping, si vous voulez jouer un petit peu avec, c'est possible. Questionnez-vous, soyez humble, remettez-vous en question. Posez-vous la question, est-ce qu'on devrait le faire?
plutôt de est-ce qu'on sait le faire? Bah oui, la techno en général, vous avez tous les outils pour vous aider à le faire, mais la question c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que j'ai besoin d'acheter le énième pantalon dans ma garde-robe? Est-ce que j'ai besoin d'acheter 5 paquets de Chocobn? Donc c'est un des principes que j'aime bien, c'est le principe XP-YAGNI, You're not gonna need it. Est-ce que j'ai besoin d'envoyer le 15e tableau de bord? Sachant qu'un export Excel ferait super bien l'affaire. Donc on se concentre sur le client et non pas sur des chiffres, des vanity métriques, histoire de dire ah bah tiens, j'ai fait 3 releases dans le mois, je suis super balèze quoi. Donc vos clients, on ne leur fait pas des solutions toutes cuites quoi. Ah bah tiens, tu vas l'utiliser de telle façon, mais on cherche surtout à faire du flux tiré, à écouter leurs besoins, à écouter quand ça remonte et à déclencher pour les honorer en quelque sorte. Donc, commencez par construire un parcours de questions et non pas la liste de fonctionnalités. Qu'est-ce qui se passe quand on commence un produit? D'instinct, les équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles déclenchent le plan orsec. Le plan orsec, c'est quoi? C'est une grande liste de fonctionnalités ou un bon gros backlog. Ça rassure, quoi. Quand il y a 4 tomes de 250 pages de spec, on est super content, quoi. On sait qu'on va pouvoir aller le défendre auprès du sponsor. On pose bien évidemment des deadlines. Alors la deadline, c'est facile. On va voir le chef de projet à 19h30 le vendredi. On lui dit à ton avis, ce sera fait pour quand? On prend ça, on l'inscrit dans le marbre avec son sang. Et si jamais on explose la deadline, on lui guillotine la tête. Avec bien entendu des ambitions, parce que autant voir grand, donc des ROI super hauts et super rapides, et puis bien évidemment un produit scalable. On commence par 100 et dans 6 mois on est à 10 000 unités. Donc les dangers de cette façon de penser, c'est qu'au niveau de l'évolution, des petits ajustements, des feedbacks, on n'en prend pas compte, puisque dès le départ on a la liste complète des spécifications. Voilà, donc les conséquences de cette façon de penser, c'est de la complexité, des coûts de développement et des coûts de maintenance. Si vous voulez créer de la valeur, construisez un parcours de questions et non pas une liste de fonctionnalités. Un parcours de questions, c'est OK, j'ai une boîte à idées, d'idées super géniales, mais je vais chercher à les valider. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'apprends et ensuite, dans un second temps, je gagne de l'argent. Je ne cherche pas à gagner de l'argent tout de suite. Je suis obligée de passer par une phase d'apprentissage. Et encore une fois, si ça ne marche pas, ne pas hésiter à mettre à la poubelle. LinkedIn, je ne sais pas si vous connaissez, ils envoient des fonctionnalités, ils envoient des nouvelles choses. Si ça ne marche pas, c'est poubelle, point. On n'en parle plus. Donc, un des trucs intéressants pour faire, pour représenter un petit peu cette chaîne de valeur, c'est la création de story mapping. Story mapping pour raconter le parcours de vos utilisateurs. Mon ami Roger, ou Régis, que j'ai cité depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment il utilise mon produit? Donc on construit, c'est un outil proposé par Jeff Patton, on commence par construire un squelette de l'appli avec le parcours utilisateur de ces différentes fonctionnalités. Et on le balade, le gars. On balade Régis, on balade un autre utilisateur, etc. Et puis ensuite, au niveau profondeur, on va rajouter les besoins qu'on va trier par importance. Donc tout ça, ça permet de visualiser dans son ensemble tout ce que j'ai besoin pour mon produit. Et ça permet aussi de comprendre les objectifs de Régis. Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, quoi? Pourquoi il se connecte là-dessus? Pourquoi il utilise mon appli? Et de faire surtout de la communication narrative. L'outil s'appelle un story mapping. Un story, c'est une histoire en anglais. Ça sert à raconter des choses. Alors en parlant d'histoire, qu'est-ce que vous voyez là pour faire la pratique narrative? Des enfants heureux. Ouais. Dans un parc. Quoi d'autre? Ouais, des bassins vides, ouais. Ouais, il fait beau. Ouais, il fait beau, c'est agréable. Moi, ce que je vois autre chose. Bon, ok pour les enfants. Bon, c'est les plus beaux enfants de la création, puisque c'est les miens. Donc ça, c'est le petit détail que vous n'avez pas dit. Et le truc, moi, super important, ce que je vois, c'est ce bassin-là. Vous savez pourquoi? J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit le bassin, il est vide.
Et ben il se trouve qu'il n'était pas complètement vide. Il se trouve qu'il y avait de l'eau. Et il se trouve que lui, ce petit garçon, il a eu la très brillante idée d'y sauter dedans. Donc il a les baskets, les chaussettes, le jean mouillé, enfin la totale. Donc encore une fois, quand on se raconte une histoire, ça permet de capter des émotions qu'on n'a pas dans un document textuel. Si vous assistez à une réunion, vous lisez simplement le compte-rendu parce que vous n'étiez pas là, vous allez lire les grandes lignes. Vous allez me dire, il y a 2 enfants, c'est un parc, c'est vert, ça devait être dans le Pays Basque. Si vous assistez à la réunion et qu'il y a des débats entre 2 gars qui échangent de façon assez virulente sur on y va pas, ou qui expriment leur énergie sur ouais, c'est trop bien, il faut le faire, vous allez, en lisant le compte-rendu, vous allez ressentir toute cette énergie, toutes ces émotions. Et ça va rajouter des choses qui ne figurent pas dans les bullet points ou dans les checkpoints du compte-rendu. C'est pour ça qu'on parle de user story, pour raconter, parce que tout ne peut pas être retranscrit dans les écrits. Donc Jeff Patton, dans son bouquin sur le story map, nous parle d'alignement. Les stories, le fait de prendre tout le monde et de se mettre devant une carte, ça permet un petit peu de s'aligner sur ok, c'est bien, il y a 2 enfants, c'est un parc, mais ok, il y a un bassin là, vous le voyez maintenant le bassin. Si vous voulez livrer un produit qui déchire, ne négociez jamais la qualité, mais jamais, jamais de la vie. Comme on dit, build the right thing and build it right. Faire le bon produit et surtout le faire correctement. Je vous ai parlé d'hypothèses, de rapidité, de cycle court, etc. Oui, mais jamais on négocie la qualité. Donc pour cela, il y a tout un tas d'outils qui sont à disposition. C'est pour ça que dans la conf, on met quasiment une track dédiée à ça pour prendre conscience que l'ingénierie logicielle, c'est super important. La dette technique, c'est une analogie avec la dette financière. C'est que vous la contractez à un moment donné de façon volontaire ou involontaire et après elle vous poursuit à vie, quoi, si jamais vous ne décidez pas de la rembourser. Et du coup, à un moment donné, le PO, il peut être, ou la personne du métier, elle peut être en dépression totale parce que son équipe, au lieu de livrer de la valeur, elle fait du patch, quoi. Elle fait du correctif. Elle corrige les bugs. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Oh, rien, t'inquiète, j'ai géré du bug. Donc pour ce faire, pour livrer en continu de la valeur, pour éviter que ma valeur, mon travail dorme dans un tiroir, dans un backlog ou sur le bureau d'un responsable qualité, etc., il faut déployer en continu. Donc les organisations archaïques ont pendant très longtemps cru qu'on séparait les cols blancs des cols bleus, les métiers du run, même pire, délocaliser, ce que je vous disais, l'IT. Si vous êtes dans une organisation performante et que vous responsabilisez les personnes pour s'aligner, partager un but commun, faire le produit de la mort qui tue, quoi. Changer la vie de vos utilisateurs. Tous les matins, vous vous levez, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je vais changer la vie de mes utilisateurs. L'idée, c'est de mettre en place tout un tas d'outils pour l'intégration continue, le déploiement continu et l'amélioration. Voilà, donc le mot de la fin, il me reste 5 minutes, c'est ça? Le mot de la fin dans tout ça, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui dit « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » C'est-à-dire qu'un bon produit, un bon service, ce n'est pas un amalgame d'un ensemble de spécifications où l'utilisateur, vous vous rappelez la première photo, hein, avec tous les cartons, tout ça, il va aller faire le tri, quoi. Il va aller chercher, il va dire « Ah tiens, ça je garde, ça je garde ». Non, un bon produit, celui qui fait du sens, c'est si vous enlevez une fonctionnalité, vous perdez l'ADN du produit. Il n'y a plus de produit, vous avez une douleur. Restez frugal, ça c'est quelque chose qui est personnel. Rester frugal, c'est si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine de déclencher. Par exemple, moi j'ai une petite voiture, ma voiture plage, ma petite Clio qui me sert à déposer les enfants à l'école et aller à la plage. J'ai pas besoin forcément d'avoir une Mercedes, siège en cuir, airbag avec tout le train-train. Si vos clients ils vous demandent un export CSV, c'est peut-être pas la peine de leur envoyer une centrale à gaz, un tableau de bord avec multi-widgets. Restez frugal, concentrez-vous sur est-ce qu'ils en ont besoin. On ne peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc concentrez-vous sur les valeurs, sur l'essentiel que vous avez envie de produire. Et n'oubliez pas, donc ne créez plus de produits inutiles, concentrez-vous sur ce qui va changer le monde. Et comme dirait l'autre, à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà.